h 30 sur BFM TV, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, 3 fêtards interpellés hier soir à Paris après une nouvelle soirée Projet X sur l'esplanade des Invalides. La seconde en 2 jours. Le rassemblement sans aucun respect des règles sanitaires a été organisé sur les réseaux sociaux. Des gestes barrières oubliés également hier à Biarritz lors du derby basque en rugby, des tribunes pleines, une pelouse envahie, la vente d'alcool dans le stade. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques est furieuse. Et nous vous proposons dans ce journal la conférence de presse d'Emmanuel Macron en clôture du sommet du G7 à Carvis Bay en Grande-Bretagne. Prise de parole à suivre en direct sur cette antenne dans quelques minutes. Et justement, au lendemain de sa première rencontre avec le nouveau président américain Joe Biden au G7 à Cardiff Bay en Grande-Bretagne, nous suivrons donc cette prise de parole en clôture du sommet. Ce sera dans un instant. En attendant, nous allons revenir sur cette autre actualité. Ces centaines de personnes qui étaient hier réunies encore une fois sur l'esplanade des Invalides sans respect des règles sanitaires à Paris. 3 personnes ont été interpellées. C'est la 2e soirée sauvage de suite sur cette grande pelouse parisienne. La veille, 1500 à 2000 personnes s'y étaient rassemblées après une annonce sur les réseaux sociaux. Oui, hier soir, les forces de l'ordre ont commencé à disperser les fêtards non masqués avant l'heure du couvre-feu qui est à 23h. Ils ont ensuite essuyé des jets de projectiles et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. On vous laisse revivre ces scènes de grand relâchement. Vous allez bien? Ça va, madame? Nous allons faire usage de la force, guider immédiatement les lieux. Voilà, des scènes surprenantes 2 soirs de suite. On le rappelle, les premiers rappels à l'ordre ont eu lieu avant l'heure du couvre-feu pour le non-respect du port du masque par exemple. Mais il y a aussi cette histoire du couvre-feu. Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV, on le rappelle. Sa levée, ce n'est pas prévu avant le 30 juin prochain. En attendant, que compte faire l'exécutif pour bien éviter ce type de rassemblement? Pas grand-chose, à part le maintien de l'ordre le plus doux possible évidemment. Éviter évidemment les débordements, sauter sur les voitures et des jets de projectiles lancés en direction des forces de l'ordre, mais en réalité l'exécutif s'attendait bien à une telle décompensation, parce que c'est bien de décompensation qu'il s'agit. On voit ces jeunes, ils ont entre 14 et 16 ans, d'ailleurs ils vont être concernés par la vaccination à partir de mardi prochain, donc en réalité il reste très peu de temps avant qu'ils ne commencent à être vaccinés. Il y a de grandes chances que leurs parents, en tout cas un certain nombre d'entre eux, commencent à être vaccinés, donc en termes de contamination, les risques là encore sont en train d'être réduits progressivement. Et puis surtout concernant le fait que les forces de l'ordre essayent de faire respecter le couvre-feu, mais en réalité, encore une fois, c'est une population qui a été très marquée par le confinement. On se souvient de ces suicides de jeunes, d'étudiants qui a notamment beaucoup marqué toute la classe politique, mais aussi les Français. C'est une population qui est très peu finie en réanimation au cours de la crise sanitaire et qui, d'un autre côté, n'avait plus de cours, n'avait plus de possibilités de vie sociale et de sortie. Donc c'était attendu, évidemment, du côté de l'exécutif qui aurait cet effet de décompensation. Encore une fois, la vaccination avance, un maintien de l'ordre le plus doux possible, évidemment. On ne peut pas empêcher de tels rassemblements. Évidemment, le maximum à faire, c'est qu'il ne dégénère pas. Et puis en ce qui concerne effectivement le respect du couvre-feu, de toute façon, normalement, si tout va bien dans 2 semaines, il n'y en aura plus, puisqu'on rajoute en plus, il est même question de le supprimer dès maintenant. En tout cas, c'est un débat qui agite la classe politique, parce qu'effectivement, les chiffres sont particulièrement bas. Tous les voyants sont désormais au vert. Merci beaucoup Anne. Je constate que la parole n'a pas été tenue. Ce sont les mots de déception du préfet des Pyrénées-Atlantiques après le derby basque de rugby hier entre Biarritz et Bayonne. Là aussi, grand relâchement chez les sportifs et leurs supporters après la victoire du club biarro pour son retour en top 14. Vous le voyez, invasion du terrain, vente d'alcool à emporter et autres manquements aux règles sanitaires. La préfecture condamne la direction du Biarritz Olympique. Réaction justement du président du BO, écoutez. Je ne le connais pas. Donc s'il m'appelle, comme avec tout le monde, je lui répondrai. J'avoue que je suis un peu interloqué par la forme. Ça fait beaucoup cow-boy. J'ai vu une phrase qui disait « ces gens-là sont au-dessus des lois », je ne le connais même pas. Bon,
Ok, je découvre, je comprends qu'ils soient un peu sous pression, qu'ils aient besoin de montrer à Paris, au pouvoir centralisé, qu'ils font l'affaire en province, qu'ils règnent sur le Pays Basque, qu'ils tiennent ça comme il faut. Encore une fois, monsieur le préfet, si vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Il n'y a pas besoin de se tirer dessus dans la presse, de faire des communiqués. Dans l'actualité également, plus de 140 marches des libertés hier partout en France, contre les idées de l'extrême droite également, et image en direct d'Hugo France 16 pour BFM TV. Ce dimanche, c'est à Villeurbanne, dans le Rhône, près de Lyon, que se tient un autre défilé, toujours à l'appel d'associations, de syndicats et de partis de gauche. Le départ a été donné aux alentours de 15h de la place Charles Hernu en direction des Charpennes. Hier à Paris, la manifestation a été marquée par l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle prise à partie d'un élu politique après celle de François de Rugy la veille, ou la gifle donnée en début de semaine à Emmanuel Macron. Julien Bayou, tête de liste Europe Écologie Les Verts au régional en Ile-de-France, a bien son avis sur la question. Il faut pour lui redonner du pouvoir de décision à la population. Sur le terrain, s'agissant des écologistes, nous, on est, concentrés sur ces élections régionales et départementales qui sont si importantes. Voilà. Il y a beaucoup de forces politiques qui les considèrent comme une élection intermédiaire, un pré-premier tour pour la présidentielle. Nous, on est vraiment concentrés sur ce que peut faire la région, sur l'aménagement du territoire, sur les transports du quotidien, sur la qualité de l'air. Il y a tellement de gens qui ont de l'asthme. Vous voyez, c'est un enfer avec les particules fines. La région, elle peut beaucoup. Elle peut améliorer les questions vis-à-vis du bruit, vis-à-vis de ce qu'on mange, de ce que mangent nos enfants dans les cantines que nous voulons passer en bio. C'est aussi un moyen de soutenir l'agriculture, c'est un moyen de soutenir des emplois. Vous voyez, nous, on est très concentrés sur le fond, sur le projet. Et du coup, eh bien, les échanges, ils se font là-dessus. Et moi, j'ai bon espoir que le 20 juin, les gens puissent voter pour le climat, voter pour l'emploi, voter pour la santé. On se concentre sur les propositions écologistes. Moi, je dis, il y a un enjeu de notre démocratie qui est fatiguée, où la démocratie représentative est abîmée, et on a besoin de remettre du participatif. Ça n'est pas parce que vous êtes élu un beau jour de juin que vous avez raison, surtout tout le temps. Je pense que ça, c'est vraiment problématique. J'en veux pour preuve la formidable vitalité de la Convention citoyenne pour le climat. Vous mettez 150 citoyennes et citoyens tirés au sort, qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne sont pas écolos. Et des fois, il y en avait même qui ne votaient pas parce qu'ils estimaient que la politique, ce n'était pas pour eux, pas pour elles. Eh bien, éclairés par des scientifiques, et produisent 149 mesures, un plan cohérent pour le climat et contre les inégalités. On oublie toujours cette deuxième partie. Moi, j'en veux au président de la République qui a fait la promesse solennelle de les reprendre sans filtre et qui finalement les édulcore ou les renvoie à plus tard. Vous voyez, quand on est sérieux avec la démocratie, on tient parole. Et nous voulons, les écologistes, nous voulons remettre du participatif dans cette démocratie représentative. Demain, je souhaite être le premier président écologiste de la région Île-de-France. Ça ne veut certainement pas dire vouloir avoir raison sur tout le temps. Nous voulons lancer des budgets participatifs, des conventions citoyennes sur des grands projets d'aménagement du territoire. Que veut-on faire de l'aéroport du Bourget, 3e aéroport de la région? Est-ce qu'on veut des jets privés ou est-ce qu'on veut des jardins publics? Eh bien, tout ça se construit avec les riverains parce que sinon, ils subissent les nuisances sonores, la pollution. Vous voyez, un enjeu de remettre du participatif dans notre démocratie représentative, de ne pas considérer les élus comme sur un piédestal, mais bien en interaction systématique avec la population, que les concertations, quand les citoyennes et les citoyens donnent leur avis, eh bien que c'est un impact qu'on puisse avoir prise sur le cours des choses. C'est ça, donner du pouvoir de vivre, redonner du pouvoir de décision à la population. Et donc, il y a un enjeu là-dessus. Et je crois que c'est comme ça, c'est par plus de démocratie que nous répondrons à la situation dramatique actuellement, où malheureusement des élus sont pris pour cible par une frange de la population. On a un enjeu de retrouver un fonctionnement, un pacte social où on donne le sentiment à la population que les élus fonctionnent pour le bien-être et le bien commun. C'est ça l'enjeu. Dans l'actualité également de ce dimanche, la Corse, la baignade et la pêche restent interdites cette semaine sur la côte est de la Corse, de Solenzara à Aleria, mais plus de menaces de marée noire. Les nappes d'hydrocarbures se sont éloignées plus au sud cette nuit, même si quelques galettes de fioul pourraient s'échouer ces prochains jours ou semaines. Vous voyez ces photos, ce sont des bateaux qui sont en train de happer justement ces nappes d'hydrocarbures et l'enquête, elle se poursuit. Elle se poursuit pour identifier le navire responsable du dégazage, puisqu'il y en avait plusieurs dans la zone. Vous avez vu les opérations de pompage qui se poursuivent. Par ailleurs, le plan de protection du littoral, le plan Paul Marter, reste lui aussi en vigueur ce dimanche encore. Priorité au direct sur BFM TV.
On va partir tout de suite en Angleterre, à Carbis Bay, parce que c'est la fin du G7, hein, vous le savez. Et Emmanuel Macron s'exprime. On écoute le président de la République. G7 de Carbis Bay. Je veux avant toute chose remercier le Premier ministre Johnson pour l'organisation de ce G7 et je crois les résultats que nous avons pu obtenir, et je vais y revenir dans un instant. Remercier aussi la Grande-Bretagne et les habitants de Cornouailles pour leur hospitalité. Et je sais toutes les difficultés que nous pouvons créer lorsque nous nous déplaçons dans ces périodes. Et donc merci pour leur patience. Et remercier aussi Sa Majesté la Reine et la famille royale pour la délicatesse avec laquelle ils nous ont accueillis avant-hier en venant justement à la rencontre de l'ensemble des membres du G7. Et pour moi, 3 principaux enjeux, j'avais eu l'occasion de l'évoquer auprès de la presse française et internationale il y a quelques jours, en recadrant en quelque sorte notre action internationale avant ces sommets. Mais il y avait pour moi 3 enjeux dans ce sommet du G7. Le premier était d'obtenir à court terme une réaction et surtout une action permettant d'agir sur la vaccination mondiale dans une logique de solidarité que nous avons engagée dès avril 2020. Le deuxième objectif était d'acter justement une méthode commune et d'avoir des résultats avec ce multilatéralisme efficace auquel nous croyons et pour lequel nous nous sommes battus ces 4 dernières années, et en particulier de suivre les actions engagées à Biarritz et dans les sommets suivants. Et puis le troisième objectif était de justement pouvoir définir une méthode de travail avec le président Biden et l'ensemble des partenaires autour de la table. Sur le premier enjeu immédiat de court terme, nous sommes au rendez-vous, je crois pouvoir le dire, de cette ambition et nous serons en tout cas extrêmement vigilants à la bonne exécution des engagements pris aujourd'hui. Mais je crois pouvoir dire que ce G7 va permettre qu'il y ait plus de vaccins plus vite sur le terrain. Pour ce faire, nous ne partons pas de rien. Comme vous le savez, dès avril 2020, nous avons lancé, d'abord en construisant avec l'Union africaine et plusieurs partenaires un agenda ambitieux, ensuite en l'endossant en G20 dès avril 2020, c'est l'agenda d'Acte A qui permettait justement d'engager la communauté internationale dans des dispositifs de solidarité. Ils nous ont permis d'enclencher les choses et à l'occasion de la réunion virtuelle il y a quelques mois en format G7 que nous avions eu, nous avions aussi pris des engagements très concrets. Et j'avais pu faire le suivi de ces sujets, en particulier sur leur plan financier, lors du sommet avec nos partenaires africains le 18 mai dernier à Paris, puis dans mon déplacement en Afrique du Sud. Le G7 d'aujourd'hui permet donc d'accélérer sur plusieurs points. Le premier, le partage des doses. En février, j'avais fixé l'objectif de partager les doses à hauteur de 13 millions pour vacciner les personnels en première ligne, notamment les soignants. C'est ce que nous avons pu faire. Il y a quelques jours, je vous disais qu'à nos yeux, l'objectif concret que nous devions nous fixer était un objectif de 40% de population vaccinée d'ici la fin de l'année et 60% au printemps prochain. Pour l'Afrique en premier chef, mais cela vaut aussi pour évidemment la zone Caraïbes, Amérique latine, Indo-Pacifique et l'ensemble du globe. Nous nous sommes engagés à travers ce G7 à justement endosser cet objectif et vacciner au moins 60% de la population mondiale d'ici l'année prochaine, avec ce point de passage de 40% d'ici la fin de l'année. À ce titre, le G7 s'est engagé à partager 1 milliard de doses supplémentaires, dont la moitié à la fin de l'année. La France, dans ce cadre-là, a doublé ses propres engagements en passant de 30 à 60 millions de doses partagées d'ici la fin de l'année. De manière très concrète, l'Union africaine sera destinataire de 5 millions de doses d'ici la fin de l'été. Nous avons aussi obtenu que le G7 appelle collectivement le secteur privé à nous accompagner sur le modèle de ce qui avait été fait lors de la grippe H5N1 avec un partage de 10% des doses produites. C'était une demande que j'avais pu formuler il y a quelques semaines et rappeler il y a quelques jours, et cela a été endossé par l'ensemble des membres du G7. Désormais, la clé est que l'ensemble des membres du G7 suivent scrupuleusement ces engagements. S'ils sont tenus, nous pourrons avoir les résultats et justement parvenir à nos objectifs. Le deuxième élément important de ce G7, c'est sur les prix. C'est ce que j'avais pu évoquer lors de mon déplacement en Afrique du Sud, ce que j'avais pu aussi rappeler il y a quelques jours. Nous avons tous acté la nécessité d'une plus grande transparence pour plus de justice,
dans ce qui est demandé aux pays en développement. C'est-à-dire que nous avons demandé à l'ensemble des industries pharmaceutiques de faire la transparence sur les prix des vaccins qui sont justement délivrés à ces mécanismes de solidarité, ce prix de référence transparent étant aussi celui qui pourra être utilisé par les pays récipiendaires dans leurs achats. Le troisième élément important, attendu par beaucoup de nos partenaires, c'est l'engagement sur les capacités de production de vaccins. En effet, à très court terme, il faut donner des vaccins. C'est l'engagement que nous avons obtenu de ce milliard supplémentaire. Mais il nous faut dès maintenant aussi pouvoir produire davantage dans tous les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire pour bâtir une autonomie. C'est important peut-être pour cette crise s'il y a des rappels vaccinaux successifs. C'est important pour toutes les autres pandémies parce que nous avons un besoin de vaccination en permanence et nous savons que tous les continents sont aujourd'hui encore exposés à des pandémies structurelles au-delà de la Covid. Et c'est important pour bâtir la résilience face aux crises qui ne manqueront pas de revenir. Un chiffre simple que j'avais rappelé en Afrique du Sud suffit à éclairer ce besoin. L'Afrique représente 20% des besoins de vaccination dans le monde. Elle représente 1% des capacités de production. Et donc nous devons aider chaque continent à lever ses capacités. Pour cela, le premier engagement pris par les membres du G7, qui est à court terme le plus structurant, c'est la levée de toutes les restrictions sur les exportations. En effet, des pays importants pour la production à destination des zones à revenus intermédiaires ou des zones les plus pauvres, par exemple l'Inde, ont été bloqués ces derniers mois dans leur production à cause de certains blocages justement à l'export. Nous avons donc pris un engagement collectif, ce qui va changer beaucoup de choses, en particulier pour le Serum Institute of India, de lever l'ensemble de ces restrictions à l'export. Nous avons ensuite pris collectivement l'objectif qu'en aucun cas la propriété intellectuelle ne bloquerait les transferts de technologies qui permettent justement de produire dans l'ensemble des régions du globe. Et à ce titre, de manière très concrète, nous avons acté l'accélération du travail à l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé pour obtenir un accord sur la question des brevets et de la propriété intellectuelle, qui ne doit pas être un obstacle à l'accès universel. C'est la traduction très concrète de l'engagement que nous avions pris il y a un peu plus d'un an de faire justement du vaccin un bien public mondial. À ce titre, je veux vraiment saluer le leadership de l'Afrique du Sud et de l'Inde qui ont fait une proposition forte que nous avons retravaillée à plusieurs et le soutien des États-Unis d'Amérique dans cette direction et nous avons travaillé en complicité avec les États-Unis d'Amérique sur ce point et nos collègues pour pouvoir justement produire ce résultat. Les discussions qui viendront dans les toutes prochaines semaines à l'OMC sont absolument essentielles à cet égard et nous les suivrons avec la plus grande vigilance. C'était l'urgence et je crois que cette réaction est salutaire. Elle doit maintenant être suivie de tous les actes en conformité avec ces engagements. Nous nous sommes aussi engagés à nous préparer aux prochaines pandémies. Nous avons longuement discuté de cela, en particulier avec le président Biden, en réformant en particulier l'Organisation mondiale de la santé pour améliorer les systèmes d'alerte précoce, en investissant massivement sur la recherche comme sur les systèmes de santé, là aussi dans nos économies comme chez nos partenaires, qu'ils soient de la région Indo-Pacifique ou de l'Afrique, et en tirant toutes les leçons de ce qui n'a pas fonctionné dans cette pandémie, en particulier dans les premiers temps de celle-ci, pour ne plus retrouver justement des situations où nous ne sommes collectivement pas prêts. Et je pense que ce sujet va irriguer nos plans d'action à la fois régionaux et nationaux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Voilà sur le premier volet ce que je voulais rappeler, qui fait de ce G7 un élément très concret de la réponse à la pandémie, à son urgence et de la politique de solidarité que nous devons avoir. Le deuxième enjeu, comme je vous le disais, c'est d'obtenir des résultats pour ce multilatéralisme efficace. D'abord, pendant 4 ans, nous avons, et largement nous Européens, mais avec aussi nos partenaires canadiens et japonais autour de la table du G7, tout fait pour que l'ordre mondial dans lequel nous croyons, c'est-à-dire celui d'une coopération entre économies développées, puisse continuer à fonctionner. Pour nos économies, mais aussi et surtout pour défendre nos valeurs, l'équilibre de nos démocraties ouvertes et libérales et une économie de marché avec ces équilibres tels que définis depuis des décennies.
Plusieurs fois, vous avez légitimement questionné l'efficacité de ce groupe. Parce que les désaccords qu'il y avait autour de la table ne permettaient pas de faire avancer aussi rapidement, justement, nos engagements. Et la question de son efficacité était questionnée, pour rester pudique. Je crois que ce G7 a permis de montrer que nous avons retrouvé une grammaire qui nous est plus familière, celle où les économies développées, quels que soient les désaccords qu'elles peuvent avoir sur des sujets régionaux, sur des relations bilatérales, sur des sujets qui parfois peuvent donner lieu à des interprétations ou des actions différentes, néanmoins partagent l'essentiel et ont la volonté de se coordonner pour défendre leurs valeurs, la réforme de leur système et leur capacité à agir ensemble face aux grands défis contemporains. Et donc, sur ce volet-là, je pense que c'est un point essentiel parce que c'est d'abord la crédibilité de ce groupe. Ensuite, c'est la crédibilité de nos sociétés démocratiques. J'ai pu l'évoquer avec l'ensemble des journalistes qui étaient présents à la conférence de presse que j'ai tenue il y a quelques jours à Paris. Mais nous l'avons longuement évoqué autour de la table de ce G7. D'ailleurs, je dirais de manière très frappante à mes yeux. Nous avons constamment parlé de notre capacité collective à défendre le modèle des démocraties libérales et ouvertes. Et ce modèle est à risque. Il est à risque parce qu'il est confronté à un défi d'efficacité. D'efficacité pour nos propres compatriotes. Est-ce que ces démocraties arrivent encore à produire de la croissance qui permet justement aux classes moyennes en particulier de connaître la prospérité et le progrès ? Et est-ce que ces démocraties arrivent à construire une réponse coordonnée aux défis climatiques, technologiques, humains? Et est-ce que ces démocraties arrivent à construire des réponses solidaires aux défis qui sont les nôtres? Je crois pouvoir dire là aussi que nous avons enclenché une dynamique vertueuse qui permet de faire fonctionner ce multilatéralisme efficace et d'avancer sur ce chemin. D'abord, nous avons tous convergé pour décider d'une politique extrêmement ambitieuse de relance. Comme vous le savez, ce sont 12 000 milliards qui ont été investis par les économies du G7 en résistance et sortie de crise, ce qui est un stimulus économique inédit. Mais nous avons surtout maintenant besoin de continuer à coordonner nos politiques de relance budgétaire et nos politiques monétaires. Les prochains mois seront décisifs pour réussir la croissance mondiale, le retour à cette croissance, la sortie justement de crise et la capacité collective à recréer des emplois massivement pour donner des perspectives à l'ensemble de nos concitoyens. À ce titre, le consensus s'est établi pour dire que nous avions besoin d'investissements encore dans nos économies pour justement relancer les secteurs qui sont en transition et qui sont les plus importants pour la transition climatique et numérique, et de continuer d'avoir des politiques monétaires coordonnées et ambitieuses pour ce faire. Je pense que c'est un acquis extrêmement important de ce G7, c'est-à-dire la conviction qu'une politique expansionniste d'investissement pour permettre la transformation de nos économies, créer les emplois, donner des perspectives aux classes moyennes et répondre aux défis est absolument essentielle. Elle est aussi essentielle d'un point de vue géopolitique, car c'est la crédibilité de ce G7 pour proposer justement au reste du monde aussi un modèle de croissance et de financement d'infrastructures qui ne soit pas un modèle géopolitiquement dépendant d'autres valeurs et donc remettant en question les valeurs démocratiques, ou un modèle remettant en question les effets du changement climatique et proposant des éléments de croissance qui ne sont pas compatibles avec cette transition. Le deuxième grand acquis à mes yeux de ce G7, c'est son avancée en termes justement de lutte contre les inégalités sur le plan international. Je l'évoquais, c'est pour moi un des grands sujets et la pandémie a accru ces inégalités. Il faut être lucide dans nos sociétés à l'échelle du monde. Et à ce titre, plusieurs engagements que nous avons pris permettent vraiment de répondre à cette situation. Premier point, nous avons obtenu un accord préparé lors du sommet de Paris pour le financement des économies africaines pour réorienter une partie des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international vers l'Afrique. Comme vous le savez, depuis le mois de novembre dernier, la France en particulier s'est beaucoup engagée aux côtés du FMI pour procéder à cette émission de droits de tirage spéciaux, ce qui est en quelque sorte une capacité supplémentaire donnée aux économies parties prenantes d'investir en sortie de crise. Nous avons obtenu il y a quelques semaines l'accord de nos partenaires
pour avoir une augmentation de 650 milliards de droits de tirage spéciaux. Mais les clés de répartition mécanique de ces droits de tirage ne donnaient que 33 milliards à l'Afrique, qui par rapport aux besoins de financement qui sont de 290 milliards de dollars sont beaucoup trop faibles. Nous avons obtenu que l'ensemble des membres du G7 acceptent de suivre le mouvement que nous avions initié à Paris le 18 mai dernier, qui permet d'avoir au moins 100 milliards de droits de tirage spéciaux qui iront vers le continent africain. C'est une étape importante pour plus de justice et une étape importante pour aider le continent africain dans sa sortie de crise et la réponse économique et sociale. L'autre élément extrêmement important en matière de lutte contre les inégalités, c'est la décision collective de consolider l'accord obtenu par nos ministres des Finances il y a quelques jours en termes de fiscalité internationale. En effet, nous avons confirmé l'engagement du G7 pour obtenir un accord en juillet à l'OCDE sur une imposition minimale des multinationales à hauteur de 15% au moins et d'adapter notre fiscalité à l'économie numérique avec une répartition plus juste de l'assiette. Ce sont ces fameux deux piliers. Nous avons décidé d'avancer ensemble sur cette fiscalité internationale qui va permettre de répondre à l'une des inégalités les plus criantes de l'organisation économique contemporaine. C'est là aussi une avancée très importante que nous suivrons dans sa mise en œuvre jusqu'au rendez-vous du G20 en format ministre des Finances de juillet et surtout le cadre inclusif de l'OCDE qui se tiendra également en juillet. En matière de lutte contre les inégalités, enfin, nous avons poussé un agenda auquel nous tenons, celui de la lutte contre les inégalités de genre. D'abord, en continuant l'engagement que la France avait pris aux côtés du Sénégal lors de la reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation, j'ai confirmé que la moitié des 333 millions d'euros que nous allons consacrer au partenariat mondial pour l'éducation sera dirigée en faveur de l'éducation des jeunes filles, qui est un sujet essentiel sur lequel nous nous battons, vous le savez, depuis plusieurs années, et qui est un défi absolument clé pour nous tous. Nous avons aussi pu accroître notre soutien à l'entrepreneuriat féminin. AFAWA, qui avait été créé lors du sommet de Biarritz, permet maintenant de mobiliser 1,5 milliard de dollars de financement mis à disposition d'ici 2024 pour l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain. Nous avons aussi, avec le Canada, consolidé nos soutiens aux ONG du Sud. Tout ceci sera consolidé dans les prochains jours avec le Forum Génération Égalité que nous tiendrons le 30 juin prochain à Paris avec ONU Femmes et qui permettra de consolider ces résultats, mais d'installer aussi un agenda de lutte contre les violences pour justement les droits sexuels et reproductifs des femmes, pour la santé, l'éducation des jeunes filles, etc., etc. Ce sommet sur le plan du multilatéralisme efficace a aussi permis de donner une impulsion à la réforme du commerce international. Nous nous sommes tous engagés pour une meilleure prise en compte de nos objectifs climatiques et sociaux dans les accords commerciaux et pour accélérer la réforme de l'Organisation mondiale du commerce qui malheureusement, comme vous le savez, était bloquée depuis trop d'années. Or, la capacité de l'Organisation mondiale du commerce à régler rapidement les différends est un élément essentiel de notre crédibilité collective à faire fonctionner ce multilatéralisme. Et puis, deux derniers sujets sur lesquels je m'étais engagé ont permis, en tout cas ont donné lieu à des engagements forts lors de ce sommet, climat et biodiversité d'une part, avec la confirmation de l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur du climat et donc de redoubler collectivement sur nos efforts. L'ensemble des pays du G7 ont aussi acté leur alignement sur les standards que nous avons mis en place il y a maintenant plusieurs mois sur la finance climat, le fameux TCFD. La même chose sur la biodiversité où nous sommes en train de travailler à la normalisation des financements. Et nous avons surtout collectivement marqué une vraie avancée. Et je veux dire combien les derniers mois consacrés lors de ce G7 ont été importants dans notre bataille contre le réchauffement climatique. En effet, depuis le début de cette année, les États-Unis d'Amérique ont acté leur retour dans le Club de Paris, de l'accord de Paris. Et donc, c'est un élément essentiel puisque les États-Unis d'Amérique se réengagent dans l'accord de Paris et donc ont réaffirmé leur volonté de réduire les émissions de CO2 de 50 à 52% d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050, de manière conforme aux engagements qu'avait pris depuis quelques mois l'Union européenne. Et surtout,
La Corée du Sud et le Japon ont engagé ces derniers mois une transformation profonde de leurs choix et de leurs décisions, en particulier en s'engageant sur la voie de l'abandon du charbon et la fin du financement justement des solutions charbon et fossiles en termes de développement, ce qui est, je crois, une avancée absolument clé de l'agenda de ce G7. Et donc nous continuerons à avancer. J'ai tenu en particulier à ce que l'agenda biodiversité et lutte contre le réchauffement climatique soient liés, parce que nous le savons, beaucoup d'initiatives contribuent aux deux. Je veux ici rappeler l'importance à nos yeux de la Grande Muraille Verte qui a été relancée en début d'année lors du One Planet Summit Biodiversité qui s'est tenu à Paris. Enfin, d'autre part, nous avons là aussi acté des avancées en matière de renforcement de nos démocraties et de nos valeurs communes face à la violence et à la haine en ligne. Vous savez combien nous sommes engagés sur cet agenda. Dès l'été 2017, nous avions, avec Theresa May, porté cet agenda conjoint de lutte contre les contenus terroristes en ligne. Les résultats, nous ne les avons obtenus que plus de 2 ans plus tard. Mais nous avons, je crois pouvoir le dire, ces 2 dernières années beaucoup progressé grâce à l'appel de Christchurch que nous avons lancé dès le mois de mai 2019 avec la première ministre Ardern et d'ailleurs les autres membres du G7 ainsi que beaucoup d'autres chefs d'État et de gouvernement qui nous ont progressivement rejoints, et les dirigeants de la tech, en tout cas beaucoup d'entre eux. Cet agenda a permis d'avancer, c'est l'appel de Christchurch et le processus d'Aqaba qui nous ont permis d'obtenir le retrait en 1 heure des contenus terroristes en ligne, ce qui s'est ensuite traduit par un règlement européen qui a été passé à la fin de l'année 2020. Et nous continuons à avancer sur le plan européen avec les 2 directives, DMA, DSA, mais nous sommes en train maintenant de converger tous les membres du G7 ensemble, pour d'une part lutter ensemble contre les discours de haine en ligne, et donc avoir une action commune de régulation contre tous ces discours racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, transphobes, etc. Et dans le même temps, réussir à avoir une politique qui est tout à la fois de discussion avec les plateformes justement de l'industrie et des réseaux sociaux, et de l'autre côté, assumer de passer des régulations. Le réengagement américain qui a été acté au mois de mai dernier autour de l'appel de Christchurch était un élément important. Le G7 a permis la mobilisation de tous. Enfin, un 3e objectif, comme je le disais, je retiens de nos échanges avec le président Biden comme avec l'ensemble de nos partenaires ici retrouvés que nous avons pu retrouver une vraie vision commune et surtout un moyen de travailler ensemble. C'est-à-dire la conviction que le leadership est plus fort par le partenariat. Je crois que c'est le défi qui nous est tous posé. Nous avons montré notre attachement constant à une bonne coopération. Nous avons des différences, mais le respect mutuel et la volonté de travailler ensemble sur cet agenda que je viens de rappeler est la clé de notre efficacité commune. Ces valeurs sont partagées par l'ensemble des membres présents autour de la table. Je me félicite pour ma part que le président Biden ait tenu à plusieurs reprises à manifester son attachement, non seulement en relation avec la France, mais à l'Union européenne en tant qu'organisation politique et économique. À respecter l'Union européenne et sa souveraineté dans le cadre du partenariat transatlantique. Ce sont pour moi des éléments extrêmement structurants de la relation que nous avons avec le partenaire américain, parce que c'est un partenariat mutuellement respectueux et qui repose sur des ambitions et des valeurs communes. Ensuite, ce G7 a permis de constater les différences que nous avons avec des démocraties devenues illibérales, comme la Russie, ou avec des grandes puissances non démocratiques, comme la Chine. Mais avec une volonté commune de ne céder à aucune naïveté, et donc de bâtir, évidemment, le cadre de nos indépendances, avec des solutions technologiques, d'ailleurs, que nous voulons pour nous-mêmes, nous, Européens, avec des partenariats avec les Américains, les Japonais et d'autres, mais avec notre vraie autonomie. Et en tout cas que la clé pour répondre au défi qui est le nôtre est de bâtir un agenda positif et de croissance dans ce contexte. Et donc, je vais être très clair, le G7 n'est pas un club hostile à la Chine. C'est un ensemble de démocraties qui entend travailler avec la Chine sur tous les sujets mondiaux sur lesquels la Chine est prête à travailler avec nous, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse
justement d'un vrai réengagement dans les règles du commerce mondial, qu'il s'agisse des politiques de développement et de la gestion des dettes africaines, etc., etc. C'est un compétiteur économique duquel nous attendons le respect plein et entier de toutes les règles auxquelles nous nous sommes collectivement et volontairement soumis, celles de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est aussi une puissance avec laquelle nous avons des désaccords que nous assumons quand il s'agit du travail forcé ou des droits de l'homme. Et notre volonté est que, justement, ce cadre de relation soit assumé, mais ne soit pas dramatisé. Et qu'au contraire, le rôle des puissances du G7 est de proposer un agenda positif, celui qui partout permet de développer nos valeurs, celui qui partout permet d'apporter une réponse positive et concrète à nos ambitions. Voilà, je ne veux pas être plus long, nous aurons l'occasion dans quelques jours, demain, de nous retrouver pour le sommet de l'OTAN à Bruxelles. Je crois pouvoir dire aussi que cette même méthode s'y appliquera. J'ai eu l'occasion d'évoquer cela avec le président Biden et nous avions auparavant évoqué ce sujet avec l'ensemble de nos partenaires européens. Pour moi, le sommet de l'OTAN marquera cette volonté partagée d'abord de clarification stratégique sur les valeurs, des principes et des règles que nous voulons pour nous-mêmes au sein de l'Alliance et d'avoir un objectif qui est de travailler ensemble, notamment sur la maîtrise des armements sur le continent européen. Et donc c'est à mes yeux aussi un sommet de l'OTAN qui a vocation à marquer le retour à la cohérence et l'efficacité commune. Je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, une question sur la Chine. Vous avez dit que le G7 n'était pas un club hostile à la Chine, mais vous avez mis en lumière les différences qui opposent le G7 à la Chine. Qu'est-ce qui change concrètement après ce G7 dans la relation qu'entretient le G7, mais l'Union européenne et la France à la Chine? Par exemple sur des sujets comme le travail forcé que vous avez évoqué ou sur l'accord commercial qui n'est pas encore entré en vigueur. Voilà, quel est le changement concret? Et au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos informations sur l'éventualité que le virus ait pu s'échapper ou provenir d'un laboratoire à Wuhan, qui est un sujet qui visiblement a été discuté aussi à ce G7? Alors, sur les origines du virus, il n'y a pas eu de discussion entre les leaders du G7. Il y a eu une présentation d'un rapport qui a été fait sur la capacité à nous préparer aux prochains défis, une participation du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Sur ces sujets, moi je renvoie à l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que, j'ai eu l'occasion de le dire dès le début, la lutte contre le virus est une guerre. C'est une guerre mondiale, et c'est une guerre mondiale que nous devons mener tous ensemble parce que nous avons le même ennemi. Et donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous devons tous ensemble joindre nos efforts pour protéger nos populations, innover et partager les fruits de nos innovations. Et donc il faut en faire plutôt un accélérateur de nos moyens de coopérer. Ensuite, on a besoin, et nous l'avions rappelé lors de l'Assemblée générale de la santé l'année dernière, nous avons besoin évidemment de clarté sur les origines du virus. Mais ça n'est pas à telle ou telle puissance de dire quel est son avis. Il faut que ça repose sur des faits clairs. Il faut une coopération de tous les États à ces investigations et aux investigations qui sont conduites par l'Organisation mondiale de la santé. Et il revient à l'Organisation mondiale de la santé d'apporter en toute liberté, indépendance et sans aucune pression politique la pleine visibilité sur les origines du virus. Sur la relation avec la Chine, c'est une relation qui, pour ce qui est de la France, a plusieurs décennies d'existence. Et vous connaissez je dirais, cette histoire un peu particulière que nous avons avec la Chine contemporaine. Elle repose sur le triptyque que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos introductif. Et elle ne change pas après ce G7. Nous avons toujours eu des positions très claires, qu'il s'agisse du travail forcé ou des droits de l'homme, mais aussi une volonté que nous avons d'ailleurs rappelée avec la chancelière Merkel, le président Michel et la présidente von der Leyen en fin d'année dernière, quand nous avons réengagé les travaux sur l'accord d'investissement. Et donc, nous savons ce sur quoi nous voulons travailler et nous savons aussi les exigences légitimes que nous avons. Maintenant, je pense qu'il faut regarder toujours nos partenaires avec beaucoup de lucidité, un discours de vérité et du respect. Je sais le chemin qui a été fait par la Chine ces dernières décennies pour sortir plusieurs centaines de millions de personnes de la grande pauvreté. Je sais les différences que nous avons avec la Chine et nous les assumons.
Et je vous mentirais à dire que nous n'avons pas des différences structurantes, sinon la Chine serait autour de la table du G7. Nous n'avons pas le même rapport aux élections libres, aux valeurs démocratiques, à la dignité de la personne humaine. C'est ce qui explique nos désaccords. Mais nous avons du respect. C'est-à-dire que nous pensons que la bonne manière de faire, c'est de défendre l'universalité de nos valeurs, le cadre multilatéral dans lequel nous pouvons porter celles-ci, et avec une volonté qui est de faire avancer les choses. C'est pour ça qu'avec la chancelière Merkel, nous avons assumé de défendre cet agenda qui consistait à réengager la Chine dans la lutte contre le travail forcé, de faire avancer la Chine sur un agenda multilatéral. Voilà notre position. Elle demeure inchangée, mais l'échange a permis de consolider, je crois que cette ligne d'exigence. Après, nous avons aussi autour de la table des puissances qui sont soumises à plus de pression de la part des Chinois. Et quand je regarde mon voisin et partenaire japonais, évidemment, il est face à des pressions qui sont beaucoup plus fortes et à une hégémonie maritime beaucoup plus forte. Quand nous invitons autour de la table de nos partenaires australiens et coréens, ils sont soumis à une réalité géopolitique beaucoup plus forte. C'est pour ça que dans ce cadre et sur ce sujet, nous avons véritablement la volonté aussi de coopérer dans le cadre de notre stratégie Indo-Pacifique pour qu'il y ait une liberté de la souveraineté qui soit maintenue dans cette région et que ce ne soit pas une zone d'hégémonie particulière. Bonjour Monsieur le Président, Michel Rose de Reuters. Un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour de ce G7 mais qui a pollué le sommet, c'est le Brexit et ce qu'on appelle maintenant la guerre de la saucisse. Les Britanniques vous accusent de traiter l'Irlande du Nord comme une entité ne faisant pas partie du Royaume-Uni. Ils se disent insultés. Qu'avez-vous dit exactement à Boris Johnson durant votre bilatéral, où il a visiblement été question de saucisse de Toulouse? Êtes-vous déçu que votre offre de relance des relations franco-britanniques n'ait pas été saisie par Boris Johnson? Merci. Écoutez, moi je pense que sur ce sujet, nous avons tous besoin de beaucoup de calme. Nous avons en France beaucoup de villes, de régions et d'appellations d'origine protégées ou contrôlées où on fait de la saucisse. Nous en sommes fiers et nous l'aimons. Il y a celle de Toulouse que vous avez évoquée, il y en a beaucoup d'autres. Je ne voudrais pas que nous ayons des problèmes avec Montbéliard, Strasbourg ou d'autres régions. Et donc, nous défendons la gastronomie française dans sa diversité. Non, je pense qu'il faut du sérieux. On ne peut pas, honnêtement, créer des polémiques chaque matin sur des sujets comme ceux-ci, au moment même où nous nous réunissons pendant 3 jours pour dire notre priorité, c'est réussir dans nos démocraties à recréer de la croissance, à défendre notre modèle qui est quand même fragilisé, à créer l'ordre public sur Internet pour lutter contre les discours en ligne et comment bâtir une stratégie justement pour défendre notre modèle compte tenu de la montée de la Chine et vu tous les défis qui sont les nôtres. Ne perdons pas de temps dans des polémiques qui souvent sont créées dans les couloirs ou les antichambres. Ce que j'ai à dire au Premier ministre Johnson, je lui dis et je vous le dis en face, la France ne s'est jamais permise de remettre en cause la souveraineté britannique, l'intégrité du territoire britannique et le respect de cette souveraineté. C'est aussi vrai que le Brexit, je le rappelle, est l'enfant de cette souveraineté britannique et a occupé des milliers d'heures de travail des dirigeants européens. Donc la souveraineté britannique, nous, Européens, nous savons ce que c'est. Je crois qu'aucun autre pays de l'Europe n'a fait passer aux autres autant de temps pour le respect de sa souveraineté. Aucun. Donc nous sommes respectueux. Nous avons pendant plusieurs années, suite au Brexit, mis en place des règles, un protocole d'accord et un traité commercial pour les relations futures. Ce qu'on attend juste, c'est qu'il soit respecté. Dans le sérieux, dans le calme, dans le professionnalisme. C'est tout. Et ça ne donne pas lieu, à mes yeux, à d'autres polémiques que ce soit. J'ai souvenir que quand le Premier ministre Johnson est arrivé au pouvoir, il n'a pas voulu garder le backstop, qui était défendu par la Première ministre Theresa May, qui était en effet une manière de concilier le respect de l'intégrité du territoire britannique, le Good Friday Agreement et le marché unique. Le Premier ministre Johnson savait à ce moment-là pertinemment qu'il y avait un sujet de contrôle qui se posait et il a d'ailleurs lui-même signé un protocole d'accord qui vaut pour l'Irlande du Nord et qui prévoit des contrôles parce que le respect plein et entier de la souveraineté, y compris sur l'Irlande du Nord britannique,
ne saurait avoir pour conséquence le non-respect de la souveraineté des 27 États membres qui ont décidé de créer un marché unique avec des libertés de circulation entre eux, mais des protections à leurs frontières. Et donc, il ne faut pas renvoyer à l'Union européenne les incohérences qu'on connaît pour soi-même dès le début. Donc voilà, moi je fais les choses dans le grand calme. Je pense qu'il faut, sur ce sujet, que tout le monde revienne à la raison. Ma volonté, c'est que nous réussissions collectivement à mettre en œuvre ce que nous avons ensemble décidé il y a quelques mois. Il faut le faire dans le calme et dans le respect mutuel. Et je pense que les polémiques chaque matin, ce n'est pas une bonne façon de faire. Bonjour Monsieur le Président, Laurence Benamou pour l'AFP. Demain, donc, vous allez à l'OTAN. Il y aura ensuite la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Vous avez jeudi redemandé une clarification de l'OTAN. Vous avez dit que nous n'étions plus dans le schéma de la guerre froide. Et de ceci, vous avez discuté avec M. Biden. Alors j'aurais deux questions. D'abord, qu'attendez-vous de cette rencontre Biden-Poutine? Et ensuite, pour ce qui est de clarifier les buts de l'OTAN, tout simplement, qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Et est-ce que vous êtes d'accord avec M. Biden sur ce plan-là? Et question subsidiaire, quand vous parlez de maîtriser les armements sur le sol européen, est-ce que les États-Unis sont d'accord pour que les Européens soient acteurs de cette maîtrise des armements sur leur sol? Merci. Alors, sur le premier point, moi, je me félicite que le président Biden et le président Poutine se rencontrent. J'ai toujours été un avocat du dialogue avec le président Poutine. On me l'a parfois reproché, donc je ne vais pas reprocher aux autres de le faire. Et je pense que c'est toujours mieux de discuter, y compris quand on a des désaccords. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et cette rencontre permettra de clarifier les éléments de désaccord. Je l'espère d'avancer sur la baisse de la conflictualité dans le cyber, dans le spatial, dans le maritime. C'est un agenda commun que nous avons, dont nous avons discuté avec le président Biden. Deuxième point, qui est l'ennemi? Toute puissance, tout acteur qui veut nuire à l'intégrité territoriale des membres de l'Alliance, qui menace la sécurité des membres de l'Alliance. Pour moi, c'est ça l'ennemi. Et donc aujourd'hui, si quelques puissances régionales avaient des velléités de menacer l'intégrité territoriale d'un des membres de l'Alliance, il serait l'ennemi. Et donc nous devons préparer dans nos planifications les voies et moyens de nous protéger face à cela. Et évidemment, le terrorisme islamiste est un ennemi de l'OTAN, puisque très clairement, il a menacé nos sociétés dans leur intimité. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de l'OTAN au sein de la coalition internationale en zone irako-syrienne. Et là-dessus, nous avons très clairement un alignement de vues. Sur ensuite le contrôle des armements, nous avons sur ce sujet évoqué évidemment la question avec le président Biden et je lui ai proposé que nous puissions ensemble, j'ai fait la même chose d'ailleurs avec le président Johnson, que nous puissions ensemble travailler sur les voies et moyens entre alliés d'abord de partager un agenda, puis avec nos principaux voisinages de construire un nouvel agenda de contrôle des armements. Je pense qu'il était essentiel en général de retrouver une culture internationale de la maîtrise des armements. Les dernières années ont montré plutôt un accroissement des équipements, un accroissement de la conflictualité. Nous avons besoin, y compris avec des grandes puissances dont nous ne partageons pas les agendas et les valeurs, de savoir restaurer la culture d'un agenda stratégique et d'une maîtrise des armements. À ce titre, parce que nous ne sommes plus dans la guerre froide, je considère que les Européens ont en effet une place autour de la table, en particulier la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et puissance dotée. Au-delà de ces sujets, évidemment, nous avons besoin de nous coordonner sur tous les autres espaces de la conflictualité. Le cyber, le spatial, le maritime, etc. On a des nouveaux espaces où la conflictualité est en train de monter. C'est un des sujets absolument essentiels dont je veux pouvoir parler lors du sommet de l'OTAN. Bonjour Monsieur le Président, Bertrand Galichet, Radio France. Vous avez évoqué avec le président Biden la question de la relance économique après la pandémie, en parlant d'une nécessaire coopération avec les États-Unis. Et dans ce cadre, parmi les sujets qui ont été abordés, avez-vous parlé du tourisme? Je veux faire allusion à la question des autorisations pour les Français de se rendre, par exemple, en vacances aux États-Unis, sachant que les Américains, eux, aujourd'hui, ont la possibilité,
s'ils sont vaccinés, de venir en Europe et singulièrement en France. Est-ce que cette question a été évoquée? Avez-vous posé le sujet sur la table et M. Biden a-t-il pris des engagements? Merci. Alors j'ai en effet parlé de ces différents sujets avec le président Biden. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de pouvoir aussi célébrer quelques éléments d'attractivité et de force française après des années difficiles pour les intéresser, puisque j'ai pu lui offrir une bouteille de côte rôtie qu'un producteur français avait eu le bon goût de faire pour célébrer la bataille du Chesapeake, qui sera célébrée le 5 septembre prochain. Et en la personne du président Biden, je peux vous dire que vous avez un ami et un amoureux de la France. Donc, comme vous l'avez très bien rappelé, nous avons un agenda clair maintenant sur la capacité à organiser maintenant l'accueil, en particulier de touristes américains sur le sol européen, dont français, grâce au Green Pass, au pass sanitaire, au pass vert, pour les personnes qui ont ou un test PCR négatif ou une vaccination, et les 2 doses étant faites. Je lui ai posé la question, il m'a indiqué que dans les prochaines semaines, les autorités sanitaires américaines seraient amenées à le clarifier. Il y a aujourd'hui encore une grande prudence et beaucoup de restrictions côté américain. Il y a en même temps une vaccination qui a beaucoup progressé, des premières ouvertures qui ont été permises. Et donc je pense que d'ici à la fin du mois de juin, même s'il ne m'a pas donné de date précise, mais il y aura là-dessus des clarifications qui seront apportées. Il m'a en tout cas assuré de sa volonté vraiment de pouvoir donner une visibilité à la fois aux déplacements d'affaires et aux déplacements touristiques. De presse, vous en prenez une supplémentaire? Une dernière question avant de filer. Mr. President, thank you very much indeed. Steve Sedgwick from CNBC. A question in English, if I may. Look, very interesting. You spoke a lot about the last 4 years. You talked about those in place did not allow the G7 to deliver. And you had a very difficult meeting in Biarritz. I was down there. Prime Minister Trudeau had a very difficult meeting in Ottawa, which was quite famous as well. I think indirectly what you're saying is that the future of the G7, the success of the G7, is at the whim of the US electoral cycle, which again could deliver another Republican, perhaps even the same Republican, in a very short period of time. Is the future, the relevance of the G7 for all our viewers and all our listeners and readers as well, at the whim of the US electoral cycle? C'est une question qu'on m'a en effet posée il y a déjà quelques jours et vous avez raison de vous la poser. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand un partenaire aussi structurant que les États-Unis d'Amérique décide de diverger sur la manière de gérer les biens publics mondiaux ou la convergence sur beaucoup de sujets, il est très difficile de faire avancer le club. Maintenant, est-ce que ça veut dire que plus rien n'avance quand les États-Unis d'Amérique décident de ne pas être sur cet agenda? Non. Et nous l'avons montré ces 4 dernières années. Parce que nous avons renforcé la capacité des Européens à coopérer. Et ça, je pense que c'est très important. C'est pour moi un acquis essentiel des 4 dernières années. L'Union européenne a montré, ces 4 dernières années, qu'elle était une entité politique et pas simplement économique. Et donc, quand nous le décidions sur des sujets aussi forts que le climat, nos libertés, notre défense, les choix technologiques, nous pouvions avoir des valeurs et des intérêts qu'on défendait ensemble et sur lesquels on décidait d'avancer, n'étant pas bloqués par un autre partenaire. Maintenant, la question c'est est-ce que dans 4 ans, si le peuple américain faisait encore un autre choix, le club pourrait se retrouver à nouveau bloqué. Peut-être, la clé pour moi, elle est à travers 2 réponses. La première, c'est comment rendre les décisions que nous prenons aujourd'hui de fait inéluctables. Je crois que c'est ce qu'on avait réussi à faire, au fond, sur l'accord du climat, l'accord de Paris. La décision de Donald Trump sur l'accord de Paris n'a pas eu d'effet sur le choix de la plupart des États fédérés et surtout du secteur privé américain. Il a continué à s'engager parce que les États-Unis d'Amérique, restant un pays ouvert, il s'est dit « le reste de mes partenaires continuant à avancer, on doit faire les mêmes choix ». Et ils n'ont pas perdu de temps. Parce que l'agenda que nous avions mis en place avait quelque chose d'inéluctable. Et donc je pense que la force, à la fois la rapidité et l'échelle de nos décisions aujourd'hui, qui peut leur donner un caractère inéluctable dans la lutte contre les inégalités, contre le réchauffement climatique ou pour nos valeurs, minimise en quelque sorte l'impact de la défection d'un membre du club s'il devait venir. C'est le premier antidote, si je puis dire. Donc le premier antibody qu'il faut développer face à une alternance possible chez l'un ou chez l'autre, mais évidemment le partenaire le plus important étant le partenaire américain en termes de taille de l'économie,
C'est ça, c'est de rendre inéluctables nos choix. Le deuxième, c'est de réussir à resynchroniser notre agenda international avec la vie de nos concitoyens. C'est ça ce que je mets derrière le multilatéralisme efficace et derrière l'efficacité de nos démocraties. C'est qu'au fond, nos concitoyens ont eu, pendant beaucoup d'années, ils peuvent parfois encore avoir le sentiment qu'on parle de sujets ici qui sont très déconnectés de leur quotidien. Je pense tout l'inverse. Et donc, la question, c'est de le rendre tangible pour nos concitoyens. C'est ensuite de montrer que nos décisions ont des effets utiles pour nous et pour la vie de nos concitoyens et permettent de régler nos problèmes à la maison et de rendre la vie de nos concitoyens meilleure. Si c'est ça, c'est mon deuxième antidote, alors nos concitoyens dans nos pays vont voter pour des gens qui participent à cet agenda international et pas pour des gens qui leur expliquent la réponse est dans le nationalisme. Je m'explique. Dans notre pays, on voit une montée des violences. On a tous des raisons qui sont propres à nos pays, mais elles ont deux racines profondes. Les inégalités sécrétées par le fonctionnement de l'économie internationale et l'ensauvagement des discours sur les réseaux sociaux. Ces deux sujets sont au cœur de l'agenda qu'on avait évoqué là, avec des réponses concrètes. Grâce à l'agenda qu'on a en G7, on va pouvoir taxer les multinationales. C'est 5 à 10 milliards de plus pour le budget français. C'est juste, je peux l'expliquer à mes contribuables et leur dire je vais vous enlever 5 à 10 milliards d'impôts, mais surtout les gens qui vous concurrencez de manière injuste, on les a corrigés. Je ne peux pas le faire si les Britanniques, les Allemands, les Américains ne le signent pas avec moi. Parce que je ne peux pas le faire tout seul. Deuxième chose, si je n'aide pas l'Afrique à réussir, je subirai des phénomènes migratoires massifs dans mon pays, avec des éléments de déstabilisation. Un agenda de croissance pour l'Afrique est aussi quelque chose qui a un impact très concret pour mes concitoyens. Je ne parle pas de tous mes concitoyens qui ont de la famille en Afrique et qui ne comprendraient pas que je laisse ce continent échouer. Quand je parle de manière très claire d'une transition climatique, des financements, de la coordination, je peux demander des efforts à mes entreprises parce que les autres demandent les mêmes et donc il n'y a pas une concurrence déloyale. Quand je dis qu'on va interdire certains contenus en ligne, je peux expliquer à des parents que certains contenus auxquels leurs enfants sont exposés, je vais réussir à les retirer de l'Internet parce que nous avons cette coopération. Si la France le faisait seule, ça n'aurait aucun impact. Il suffirait que le compte 10 se mette en Belgique, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni ou aux États-Unis pour émettre. Et donc cet agenda, compte tenu de la nature de nos problèmes, est un agenda d'efficacité pour l'intimité de nos démocraties. Ça, c'est un deuxième antidote. Donc, à chaque fois qu'on a des résultats concrets qu'on peut présenter à la maison et dire à nos concitoyens « Regardez, ça, on l'a fait en G7 et voilà ce que ça change dans vos vies », alors ils peuvent légitimement dire « La coopération internationale, c'est efficace, ça rend ma vie meilleure ». Si on a des réunions où rien ne se passe, légitimement, ils finiront par croire que les nationalistes ont raison. Je crois tout le contraire. La réunion d'aujourd'hui permet d'avancer sur cet agenda d'ambition. Merci beaucoup. Je crois que nous allons devoir quitter la salle parce que les horaires doivent être tenus et nous devons repartir. En tout cas, je vous remercie et à nouveau, comme je l'ai fait au début de ma conférence de presse, je tiens à remercier le Premier ministre Johnson et l'ensemble du peuple britannique pour leur accueil. Merci beaucoup. Voilà, vous venez d'entendre la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'issue donc de ce G7 qui s'est clôturé à Cardiff Bay au Royaume-Uni, qui a commencé il y a quelques jours. Beaucoup de points ont été abordés par le président français qui a fait un bilan. On va y revenir tout à l'heure. Tout d'abord, Anne-Sora Dubois, on va revenir sur ces dernières phrases du président français qui a expliqué les montées des violences en France ces derniers jours, notamment à l'égard de certains politiques, par des inégalités, mais aussi par un ensauvagement, dit-il, des discours sur les réseaux sociaux. Il a employé lui-même le terme d'ensauvagement. Cette fois-ci, c'est une première. Oui, je pense que c'est une première dans la bouche du chef de l'État que de prononcer ce mot d'ensauvagement, dont on connaît la coloration très frontiste, effectivement, puisque c'est un mot prononcé régulièrement en France, en tout cas par le Rassemblement national. Quand Gérald Darmanin lui-même l'avait utilisé, il avait été très vivement critiqué parce qu'on lui avait dit qu'il chassait d'une certaine façon sur les terres du Rassemblement national. C'est la première fois qu'il en parle, effectivement, qu'il prononce ce mot, mais il en parle concernant les réseaux sociaux. Donc il en parle, mais en ne rentrant pas à 100% dans le débat politique, c'est-à-dire en parlant
concernant le débat politique. C'est une façon en demi-teinte de valider ce mot sans le prononcer à 100% concernant effectivement la vie politique française. Mais en tout cas, c'est effectivement tout à fait significatif. Il connaît parfaitement ce mot-là, cette signification, la résonance qu'il a désormais dans le pays, et pour l'utiliser, évidemment qu'il envoie un signal. D'ailleurs, il parlait effectivement de la montée des nationalistes. En parlant de la montée des nationalistes, évidemment, il vise Marine Le Pen. Il a replacé en fait ce G7 dans le contexte d'un... il a nationalisé d'une certaine... Enfin, il a donné un impact national à ce G7 en expliquant notamment que de la réussite de ces réunions-là dépend effectivement la non-montée des nationalismes au sein des pays, en expliquant notamment que lorsque les dirigeants apparaissent comme trop distants, trop loin de la vie quotidienne des gens, en clair qu'il n'y a pas de concret qui est arbitré lors de ces réunions du G7 ou même de l'OTAN, eh bien ça pousse les gens vers une idée que leurs dirigeants sont coupés d'eux-mêmes et que donc la seule solution c'est de se tourner vers les nationalistes qui eux leur promettent une action très concrète sur leur vie quotidienne. C'est une autre façon de parler du duel qui s'annonce en vue de la prochaine élection présidentielle. Et quand même, ce qu'il faut noter, c'est que même s'il parlait des réseaux sociaux, de la violence, de la montée et des causes de la violence, il a quand même prononcé ce mot d'ensauvagement. Concernant les réseaux sociaux, il parle d'ensauvagement du discours. Eh bien justement, Anne, on va réécouter le président de la République qui effectivement a employé ce terme d'ensauvagement. C'était il y a quelques minutes. Écoutez. Dans notre pays, on voit une montée des violences. On a tous des raisons qui sont propres à nos pays, mais elles ont deux racines profondes. Les inégalités sécrétées par le fonctionnement de l'économie internationale et l'ensauvagement des discours sur les réseaux sociaux. Ces deux sujets sont au cœur de l'agenda, on avait évoqué là, avec des réponses concrètes. Grâce à l'agenda qu'on a en G7, on va pouvoir taxer les multinationales. C'est 5 à 10 milliards de plus pour le budget français. C'est juste, je peux l'expliquer à mes contribuables et leur dire je vais vous enlever 5 à 10 milliards d'impôts, mais surtout les gens qui vous concurrencez de manière injuste, on les a corrigés. Je ne peux pas le faire si les Britanniques, les Allemands, les Américains ne le signent pas avec moi. Anne, il faut préciser quand même une chose par rapport à cette phrase et ces mots d'Emmanuel Macron, donc on le rappelle, qui parle d'ensauvagement des discours sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il n'y avait pas eu de questions qui lui avaient été posées sur la violence actuelle dans la vie politique. De lui-même, en fait, il est allé sur ce terrain. Oui, parce qu'effectivement, il a dit en début de conférence de presse, il y a beaucoup de critiques ces derniers mois, ces dernières années qui ont touché le G7 et sa forme, en expliquant notamment, et d'ailleurs c'était des critiques qui étaient formulées par les pays, les habitants des pays dont les dirigeants se retrouvent au G7 précisément, et qui disaient notamment que ces réunions étaient très techniques. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on s'est fait la remarque en début de conférence de presse du président de la République, c'est extrêmement technique, c'est pas vraiment fait pour le grand public. Au début, c'était quand même très ardu à comprendre, et effectivement, c'est les mêmes critiques qui visaient le G7 en général. Les pays du G7, les dirigeants des pays du G7 s'en sont bien rendus compte. Et effectivement, Emmanuel Macron essaye de replacer cette espèce de différence de langage qu'il y a entre le langage diplomatique qui parle de sujets extrêmement techniques et le langage courant et quotidien, avec cette idée d'une cassure en fait, que certains pourraient penser irrémédiable et définitive, parce que effectivement les Français écoutent ces conférences de presse et même le dialogue qui est tenu au cours des bilatérales, et que c'est très technique, que c'est très ardu à comprendre, et que quasiment si on n'a pas regardé le G7 depuis le début, et si on n'est pas soi-même un spécialiste de la diplomatie, on peut rien comprendre à ce qui s'y passe, en tout cas très difficilement, il faut vraiment s'accrocher. Lui, il relie cette difficulté à le comprendre à effectivement un espèce de désamour, aussi la crise de la démocratie que connaît la France, plus spécifiquement d'un point de vue national, c'est-à-dire l'idée de se dire que parce qu'on ne comprend plus nos dirigeants, et bien finalement, on va se tourner vers ceux qui nous parlent vrai, qui nous parlent du concret, et ceux notamment qui parlent de nationalisme et qui parlent effectivement beaucoup plus de la vie concrète des gens. Donc Emmanuel Macron a replacé ces critiques qui visaient le G7 dans un contexte de lutte contre l'extrême droite en général et contre Marine Le Pen en particulier. Il y a un autre point également qui a été soulevé. Emmanuel Macron a abordé les relations de la France avec certains pays du G7, notamment avec les États-Unis, on va en parler dans un instant, mais aussi avec le Royaume-Uni. Lise Gosset, cette relation avec Boris Johnson, cet échange avec Boris Johnson et cette guerre de la saucisse, comme on l'appelle maintenant, un journaliste a interrogé le président pour savoir ce qui s'était dit entre les deux hommes. On va écouter d'abord le son du président à ce sujet et ensuite on va vous faire réagir. Moi, je pense que sur ce sujet, nous avons tous besoin de beaucoup de calme. Nous avons en France beaucoup de villes, de régions et d'appellations d'origine protégées ou contrôlées où on fait de la saucisse. Nous en sommes fiers et nous l'aimons.
Je pense qu'il faut du sérieux. On ne peut pas, honnêtement, créer des polémiques chaque matin sur des sujets comme ceux-ci. Ne perdons pas de temps dans des polémiques qui souvent sont créées dans les couloirs ou les antichambres. Ulysse Gosset, donc pour bien comprendre, on va réexpliquer cette polémique, cet échange entre Emmanuel Macron et Boris Johnson autour de ces saucisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a entendu donc la réponse d'Emmanuel Macron à l'instant. En fait, tout a commencé lors d'un entretien entre le Premier ministre Boris Johnson et Emmanuel Macron, au cours duquel Boris Johnson a comparé la situation qui est la sienne, c'est-à-dire la possibilité de vente de saucisses entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. C'est comme si, a-t-il dit, on interdisait la vente de saucisses entre Paris et Toulouse. Et dans sa réponse, le chef de l'État français aurait dit mais ce n'est pas comparable parce que, en fait, Toulouse et Paris, c'est le même territoire, le même pays. Cela aurait mis en colère le Premier ministre britannique. L'Élysée a dû réagir en disant que le président n'avait pas parlé de pays, mais de territoire. Cela n'a pas suffi. La presse britannique s'est emballée. Et là, on vient de voir le président qui a renvoyé Boris Johnson dans ses cordes en dénonçant ses incohérences et en appelant non pas au cessez-le-feu, parce qu'on voit que la tension est très vive à propos de la guerre des saucisses. Il n'y en a pas, a-t-il dit, mais quand même, il y a une vraie tension. Et il faut revenir au calme et au sérieux, a dit très clairement le président français. On ne peut pas créer chaque matin de polémiques au moment où l'on prépare le monde de l'après-Brexit, qu'on cherche à vacciner la population mondiale. Bref, Boris Johnson doit se calmer. Et surtout, il a dit la Grande-Bretagne doit respecter l'accord qui a été signé sur le Brexit il y a 6 mois. On ne peut pas remettre en cause une signature qui date de quelques mois au nom de je ne sais quelle bataille des saucisses. Et donc, réponse très claire, sans langue de bois, sans prendre de gants, en rappelant que si Boris Johnson voulait remettre en cause cette question de la frontière entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Europe, eh bien, cela porterait atteinte aux frontières des 27 de l'Union européenne. Donc, une mise au point extrêmement claire, mais en même temps, il voudrait évacuer le sujet en appelant Boris Johnson à respecter sa parole. Oui, Emmanuel Macron qui disait qu'il ne fallait pas renvoyer l'Union européenne à ces incohérences dont est responsable le Royaume-Uni lui-même depuis le début. Cette phrase, on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron prononcer ce mot d'ensauvagement des discours sur les réseaux sociaux. Est-ce que la question de l'ensauvagement des sociétés a été abordée dans ce sommet du G7 avec les autres pays ? Oui, elle a été abordée lorsque les dirigeants du G7 ont parlé des réseaux sociaux et du climat de haine qui règne sur ces réseaux sociaux, qui sont difficilement contrôlables, avec la volonté à la fois d'imposer aux plateformes qui diffusent les réseaux sociaux des règles de cohérence et de modération, mais aussi d'essayer d'être extrêmement efficace pour empêcher les piratages, le hacking des réseaux sociaux qui provoque évidemment de gros problèmes. On l'a vu lors des élections américaines. On le voit encore récemment avec la paralysie d'un oléoduc aux États-Unis. Donc la volonté d'empêcher le piratage des réseaux sociaux. Donc c'est une préoccupation, je dirais, à la fois stratégique et sociétale pour tous les dirigeants politiques qui en ont évidemment parlé. Évidemment, c'était moins important que l'objectif majeur du sommet, qui était celui de la vaccination mondiale. Et à cet égard, ce qui est très important, et ce qu'a rappelé le président de la République, c'est qu'il y a eu un accord pour offrir 1 milliard de doses aux pays qui n'en ont pas assez pour vacciner leur population. Je rappelle qu'en Afrique, il y a 2 ou 3% de la population qui est vaccinée. Si on compare avec les populations des pays occidentaux, il y a un gap, une fracture qui est évidemment inacceptable. Donc, ce qui est important aussi, c'est que le chef de l'État a donné un début de calendrier. Ce milliard de doses, eh bien, il devait être effectif d'ici la fin de l'année 2021, c'est-à-dire très rapidement dans les mois qui viennent. C'est un engagement très important parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de date. Donc effectivement, satisfaction également sur le fait que on va inciter les laboratoires à être beaucoup moins secrets, pas de lever des brevets, mais en tout cas beaucoup de transparence. Et puis aussi un point très important, il a été demandé que la restriction des exportations des composants qui permettent de fabriquer des vaccins, notamment par les États-Unis, soit levée afin que les Africains en particulier puissent en produire chez eux. Merci beaucoup Ulysse pour toutes ces précisions, ces explications. Donc après cette conférence de presse d'Emmanuel Macron que vous avez pu suivre en direct sur BFM TV à l'issue de ce sommet du G7 au Royaume-Uni. On parle à présent de football parce que vous le savez, c'est l'Euro actuellement J-2 avant le premier match de l'équipe de France. Ce sera face à l'Allemagne mardi à Munich. Et un joueur était en conférence de presse il y a quelques instants, c'est, vous le voyez, Kylian Mbappé, l'attaquant des Bleus et du Paris
Paris Saint-Germain. Il est notamment revenu sur une polémique qui a eu lieu il y a quelques jours. Vous le savez, Olivier Giroud qui s'était plaint lors du dernier match de ne pas être assez servi par ses partenaires. Kylian Mbappé s'était senti visé. Eh bien, on va écouter justement sa réponse. On a discuté à propos de cela. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à dire. Sur le terrain, ça se passait bien. Après, bon, tout le monde sait un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai été un peu affecté par ça, mais on va pas en faire toute une histoire parce qu'on est ici pour représenter l'équipe de France et l'équipe de France reste le plus important. On a une grande compétition et c'est pas des petites broutilles qui vont venir perturber notre préparation parce qu'on a un objectif commun dont moi et lui on fait partie. Et donc on est tous les deux et les 24 autres concentrés sur le même objectif qui est voilà 7 €. François Pinet d'RMC Sport est avec nous en plateau. Kylian Mbappé qui parle de petites broutilles. On ne va pas envenimer la situation en gros, qui évacue quand même le sujet assez rapidement. Mais on le sent affecté. Attention parce qu'il y a eu d'autres relances aussi sur Olivier Giroud. Là, vous entendez qu'effectivement, ça c'était peut-être ce qui était prévu. C'est-à-dire que Didier Deschamps l'a envoyé en conférence de presse pour calmer le jeu. Opération un peu pour calmer le jeu. Mais il y a eu plusieurs relances et notamment une où il a clairement dit que c'était tendu, qu'il n'avait pas apprécié non pas les propos d'Olivier Giroud, mais le fait que son coéquipier ne vienne pas le voir directement dans les vestiaires. Il n'a pas apprécié de voir ça dans la presse. Donc ça, il l'a dit quand même très très clairement. Donc on s'attendait à ce qu'il calme le jeu. Au final, on a un Kylian Mbappé assez tendu en conférence de presse aujourd'hui, qui a dit des choses. Il avait envie de dire des choses. Il avait d'ailleurs envie de parler juste après le match contre la Bulgarie. Didier Deschamps lui avait interdit de le faire. Là, il l'a fait et on a bien senti qu'il voulait pas seulement dire que se concentrer sur le match, il avait des vérités à dire. Et en plus, il en a rajouté, il y a une nouvelle polémique qui va sans doute sortir prochainement, en tout cas à laquelle devra répondre Didier Deschamps demain quand il sera à Munich en conférence de presse, c'est sur les pénaltys. Ça peut paraître anodin, mais c'est important dans un groupe de savoir qui tire les pénaltys, qui est le préposé aux pénaltys, qui est le numéro 1, est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Antoine Griezmann en avait parlé en disant que c'était lui qui était censé être le numéro 1. Eh bien, visiblement, Kylian Mbappé ne l'avait pas compris comme ça. Écoutez. J'ai entendu Grisy qui avait parlé de ça, mais le coach il a rien dit. Donc peut-être que j'ai loupé, j'étais pas là. Mais pour l'instant il n'y a pas de hiérarchie. Peut-être que le coach en fera une, mais pour l'instant il n'y en a pas. On va voir. On va voir cette hiérarchie des pénaltys. Alors c'est quoi ? Non, justement, le problème, c'est que maintenant, ça met un petit peu une pierre dans le jardin de Didier Deschamps. C'est à lui maintenant que de devoir clarifier tout ça, alors que pendant ce temps-là, il y a un match à préparer qui arrive très vite contre l'Allemagne, un match très important. Et le problème, c'est qu'on a eu un Kylian Mbappé qui s'exprime toujours très très bien en conférence de presse, mais qui a voulu dire ses vérités et qui n'a pas vraiment, honnêtement, calmé le jeu, alors que je pense que c'était l'objectif du staff de l'équipe de France, de l'amener devant la presse, de calmer le jeu. C'est pas forcément réussi, je pense, du point de vue de Didier Deschamps et du staff. Ça va pas être simple à gérer pour le sélectionneur. Merci beaucoup François pour toutes ces précisions. Donc après cette conférence de presse de Kylian Mbappé. Dans l'actualité également de ce dimanche, il s'agissait d'une soirée Projet X qui a eu lieu hier aux Invalides avec une nouvelle fois un rassemblement sauvage qui a eu lieu avec des centaines de personnes qui donc sont venus sur l'esplanade des Invalides. Alors en fait, Projet X, c'est le nom d'un film américain de 2012 centré sur une fête de jeunes qui tourne mal. En quoi consistent exactement ces fêtes ? Les explications d'Hilal El Aflahi et de Laura Champion. L'esplanade des Invalides, transformée en une boîte de nuit à ciel ouvert. Des milliers de jeunes à nouveau réunis au cœur de la capitale, qui devient le théâtre de débordements. Comme ces fêtards qui n'hésitent pas à grimper sur le toit de la voiture de cette passante, où ce véhicule de police cible de nombreux projectiles lors de son passage. Une soirée Projet X qui s'inspire de ce film sorti en 2012, où une simple fête d'anniversaire finit par réunir des milliers de personnes avant d'échapper à tout contrôle. En France, l'organisation des soirées Projet X se déroule sur les réseaux sociaux qui jouent un rôle de catalyseur. C'est beaucoup plus efficace d'organiser ça et d'inciter les amis à inviter leurs amis. Et vous allez avoir au final un très gros événement, une très grosse manifestation ou une très grosse fête. C'est assez logique que les jeunes qui ont été cloîtrés sur les réseaux sociaux à défaut de pouvoir faire autre chose
utilisent ces mêmes réseaux sociaux pour faire la fête dans le monde réel. Des appels au rassemblement multiples, tout comme les lieux de rendez-vous, qui rendent la tâche difficile pour les forces de l'ordre. Les collègues sont arrivés bien avant l'heure du couvre-feu pour effectivement sommer les participants à ces fêtes-là de quitter les lieux. Il y a certaines poches de groupes qui sont formées un peu plus loin, c'est-à-dire qui sont regroupées au niveau des Invalides. Donc c'était aussi un peu compliqué par nos collègues d'arriver pour les faire évacuer rapidement. Les autorités craignent une multiplication de ce type d'événements. Il s'agissait samedi soir de la 3e soirée Projet X aux Invalides. Des soirées donc sans respect des gestes barrières qui se prolongent parfois au-delà de l'heure du couvre-feu. Anne-Sora Dubois, on le rappelle, ce couvre-feu il est maintenu en l'état à 23h jusqu'au 30 juin. Il reste encore 2 semaines si les conditions sanitaires évidemment le permettent toujours. Mais on le voit avec ces scènes qui se reproduisent de jour en jour. Ça va être difficile pour les autorités de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? En réalité, c'était plutôt attendu du côté de l'exécutif et même des forces de l'ordre. Il y avait un effet de décompensation qui était largement attendu, surtout au sein de la population jeune qui a été très touchée par le confinement, qui a vu ses cours supprimés, qui a vu et qui finissait très peu en réanimation, donc qui apportait très peu sa pierre à l'édifice, à l'engorgement des réanimations. Donc il y a un effet de décompensation qui en réalité était quasi inévitable. Évidemment, il faut éviter les débordements comme ceux qu'on a pu voir hier soir, c'est-à-dire bien sûr sauter sur des voitures, des jets de projectiles qui visent les forces de l'ordre, et puis des attroupements qui sont décidément beaucoup trop importants avec des personnes qui sont beaucoup trop proches et sans port du masque. Mais c'est à peu près la seule chose qu'il y ait à faire, parce qu'en réalité, encore une fois, une grande partie de ces jeunes vont être vaccinés à partir de la semaine prochaine. Ouverture de la vaccination, on vous le rappelle, des 12-18 ans à partir donc du 15 juin, c'est-à-dire mardi. Une grande partie aussi de la population adulte est en train d'être vaccinés, donc même les chances que ces jeunes-là contaminent d'autres Français existent toujours, mais sont bien moindres au fur et à mesure que la campagne de vaccination progresse. Donc en réalité, la seule solution, c'est un maintien de l'ordre assez doux, sans évidemment trop malmener ces jeunes. Évidemment, faire respecter le couvre-feu jusqu'au bout. Il y en a encore pour 2 semaines, avec encore une fois la campagne de vaccination qui progresse. Merci beaucoup Anne. Je constate que la parole n'a pas été tenue. Ce sont les mots de déception du préfet des Pyrénées-Atlantiques après le match de rugby hier entre les 2 clubs rivaux, Biarritz et Bayonne. Et là aussi, grand relâchement chez les sportifs et leurs supporters après la victoire du club basque pour son accession en top 14. Le club de Biarritz, invasion du terrain et autres manquements aux règles sanitaires. Nicolas Flon. Le président du Biarritz Olympique l'affirme, la jauge du stade Aguilera a bien été respectée. On a regardé encore hier le logiciel, etc. Il y avait 5000 personnes. Et moi, ce que je sais, c'est que mes équipes ont organisé ça en parfaite adéquation avec les règles sanitaires, etc. Que le match est parti, qu'il n'y a pas eu de rapport d'arbitre ou de délégué fédéral à propos d'un dysfonctionnement sur l'organisation. Selon les témoins, le nombre de personnes en tribune serait plus proche des 10 000 que des 5 000 autorisés. Le préfet des Hautes-Pyrénées, en colère, a aussi pointé du doigt l'envahissement du terrain à la fin du match et l'oubli des gestes barrières. Autre élément au cœur de la polémique, l'ouverture des buvettes et la vente d'alcool à emporter. Moi, je distingue l'envahissement du stade, par exemple l'infraction de vente d'alcool à emporter, où là, c'est vraiment totalement à la maîtrise du club. Rien ne justifie que l'on ouvre les buvettes, par exemple. Donc il y a une volonté, là, je crois, de se croire un peu au-dessus des lois et ça ne restera pas sans suite. Le préfet a saisi le procureur de la République de Bayonne et réfléchit à des sanctions administratives. Réponse du Biarritz Olympique, tout était légal hier soir. Moi, j'ai une autorisation du sous-préfet qui nous avait autorisé à ouvrir les buvettes. Donc ça, je suis surpris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là aussi, moi, j'étais dans l'engouement de la fête après le match. Lundi, je regarderai tout ça et on me délivrera tous les documents et tout ce qu'il faut aux autorités compétentes pour vérifier. Une polémique qui éclipse la performance de Biarritz. Les Basques retrouveront le top 14 la saison prochaine après cette année d'absence. C'est l'image qui a marqué la rencontre de football de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande hier soir. Le meneur danois Christian Eriksen, victime d'un grave malaise cardiaque en plein match. Aujourd'hui, les nouvelles sont rassurantes. Le joueur transféré à l'hôpital s'est réveillé. Il a pu parler à ses coéquipiers, mais toujours pas d'explication sur l'origine de son malaise, déclarent les services médicaux. Retour sur cette histoire d'un miraculé, Samia Annie. Des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen. La fédération danoise a posté un communiqué ce matin sur le milieu de terrain de 29 ans, victime d'un grave malaise hier lors du match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande à Copenhague. Ce matin, nous avons parlé à Christian Eriksen, qui a envoyé ses salutations à ses coéquipiers.
Son état est stable et il est toujours à l'hôpital où il va effectuer de nouveaux examens. Vers la fin de la première période du match, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'effondre brutalement sur le terrain, les yeux révulsés, avant de subir un massage cardiaque par le médecin de sa sélection, un geste qui lui a sauvé la vie. C'est la rapidité de la mise en œuvre de la réadaptation de la pompe cardiaque qui a un effet bénéfique sur ce genre de malaise. Donc on peut espérer pour lui qu'il n'aura pas de séquelles au niveau neurologique notamment. Un épisode rare, mais loin d'être inédit dans le monde du football. L'accident du Danois rappelle tristement celui de Fabrice Muamba, le milieu de terrain de Bolton, victime d'un malaise cardiaque lors d'un match face à Tottenham en 2012. Ces images ont fait ressurgir en moi des souvenirs glaçants, des choses auxquelles je ne voulais plus jamais penser. Le voir tomber comme ça et rester dans l'attente, c'était très effrayant. Bravo au staff médical, ils ont fait un travail incroyable sur Christian. Évacué conscient du stade, Christian Eriksen est stabilisé à l'hôpital et a même pu échanger avec sa sélection ce matin. Le match, lui, a repris hier et s'est soldé par une défaite des Danois 1-0. Mais l'important est ailleurs. Même éloigné des terrains, Christian Eriksen pourra regarder ses coéquipiers disputer